Pour rester dans la lancée de la première partie d'émission, si vous le permettez, que pensez-vous de l'avenir des investissements justement en recherche et développement dans notre pays ? Je pense que l'exemple de Masser, il est réussi et qu'on devrait le démultiplier et donner beaucoup plus de moyens humains et financiers à l'équipe de Masser. Parce qu'on a vu plusieurs, je dirais, inventions et pépites sortir de ce centre de recherche et développement, notamment la start-up Moldiag, qui a créé un kit de diagnostic moins cher et capable de dépister le Covid-19. Maintenant, il faut qu'on investisse massivement sur la recherche et développement parce que c'est le nerf de la guerre. On le voit au niveau international. C'est presque 2400 milliards de dollars qui ont été investis en 2019 sur la recherche et développement, pour dire que c'est stratégique. Et plusieurs pays se positionnent. On voit des pays comme la Finlande, le Rwanda, le Singapour, l'Estonie, le Chili, qui se positionnent parce que la technologie n'a jamais été aussi abordable et n'a jamais été aussi accessible. Ce qui fait qu'il faut que le Maroc investisse sur la recherche et développement parce que c'est la clé de voûte pour, je dirais, ne pas rater la 4e révolution industrielle et technologique qu'on est en train de vivre. Comment, justement ? Comment ne pas rater cette 4e révolution, cette transformation économique 4.0, tout en prenant en compte que vous avez parlé de la recherche et développement, qu'il faut mettre peut-être beaucoup plus de budget là-dessus, il y a l'éducation également, la santé, ces deux, normalement, parents pauvres du budget de l'État ont vu vraiment fleurir des start-up qui servent justement ces deux secteurs. Mais comment déclencher, quel est l'élément déclencheur pour mettre à profit tout cela, toute cette innovation, ces startups pour les citoyens ? Le premier élément, c'est d'avoir une ambition, technologique. C'est de se dire, nous, le Maroc, nous devons être dans 10 ans le champion des technologies sur le continent. On a vu l'exemple de la Chine. La Chine a décidé d'être un des leaders, sinon le leader de la technologie au niveau mondial. En émettant cette ambition, c'est devenu une ambition collective. Et ça crée un appel d'air vers le talent de la Chine, du monde entier. Et pour nous, en tant que pays, nous devons envoyer ce signal-là à notre matière grise, à nos cerveaux. Parce qu'aujourd'hui, on a plus ou moins 50 000 Marocains qui sont dans les meilleures écoles marocaines, françaises, canadiennes, américaines, ainsi de suite. Et ça, c'est juste le talent marocain. Si on regarde plus large, on regarde le talent continental, les chiffres sont beaucoup plus importants. On parle de 500 000 étudiants africains dans les meilleures écoles au niveau mondial. Et ce talent-là, il se compte à 5 millions d'individus quand on regarde sur les 20 dernières années. Maintenant, on a ce talent-là. Le deuxième élément clé, c'est de vraiment avoir un fonds souverain qui va travailler sur les technologies émergentes et surtout sur les secteurs d'avenir. C'est ce qui permettra au Maroc d'avoir sa souveraineté et avoir un certain leadership continental et surtout assurer l'avenir des générations futures. Il y a beaucoup de fonds d'investissement au Maroc, plus d'une vingtaine. Aminazah, ce que vous proposez en fait, c'est peut-être de réorienter les orientations, enfin en tout cas ces fonds d'investissement vers la recherche et développement, mais tout particulièrement vers l'innovation Made in Maroc, mais aussi Made in Afrique. Exact. Le premier élément, c'est les 20 fonds d'investissement que nous avons se spécialisent sur la PME et sur les ETI, dans des secteurs classiques. Nous n'avons que 3 ou 4 fonds de venture capital et qui sont de très petite taille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la force de frappe nécessaire pour, attirer les talents de calibre mondial et de les accompagner dans la durée.
Aujourd'hui, nous avons une excellente initiative qui est l'initiative InnovInvest de la Caisse centrale de garantie, qui est dotée d'un budget global de 50 millions de dollars, plus ou moins 500 millions de dirhams. Quand vous comparez cela au niveau d'investissement de certains pays dans les startups, c'est peu. Je peux vous donner l'exemple d'une start-up égyptienne qui est dans le transport, qui s'appelle Swivel, qui a levé, dans une seule levée de fonds, 42 millions de dollars. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on ait un fonds technologique d'une plus grande envergure. On parle d'un fonds de plus ou moins 25 milliards de dirhams qui est capable de concurrencer les venture capital du Nigeria, du Kenya, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud. Mais vous êtes donné justement comme mission cet accompagnement de start-up marocaines mais aussi africaines. D'ailleurs, nous sommes en train de regarder, nos téléspectateurs regarder des images de ce film qui résume cette opération que vous avez lancée, que vous avez baptisée Rise Up, Restart et Disrupt. Donc justement, est-ce que c'est venu avec tout ce que cette crise de la Covid-19 a apporté, certes malheureusement en termes de crise ou en termes d'éléments négatifs, mais aussi d'espoir à voir naître et fleurir des startups africaines et marocaines? Effectivement, la révolution technologique que connaissait le monde a été accélérée d'une manière exponentielle. Et qu'aujourd'hui, il y a des opportunités massives dans des secteurs clés pour l'avenir de l'Afrique. Le MedTech, c'est une évidence. Aujourd'hui, on a besoin de startups qui vont travailler sur la télémédecine, sur la robotique, sur la biotechnologie, sur le diagnostic. On a besoin de startups africaines qui vont travailler sur des solutions EdTech, qui vont, je dirais, utiliser la puissance de l'intelligence artificielle, de la big data, de la reconnaissance faciale pour personnaliser le cursus académique ou scolaire de tout un chacun sur le continent. GovTech, vous imaginez qu'il y a plus de 600 millions de citoyens africains qui ont un smartphone et devant eux, ils ont des États qui ont des systèmes qui ne sont pas du même niveau, ce qui fait qu'il y a des opportunités massives en GovTech, en RegTech, l'agritech. L'Afrique peut être le grenier du monde. Non, mais quand vous dites, par exemple, parce que la FinTech, grâce au mobile money, c'est une réussite pour l'Afrique, il est clair. Justement, c'est le grenier du monde, mais en même temps, il est clair que l'agriculture est là des obstacles à la croissance de plusieurs pays, comme c'est d'ailleurs une opportunité. Comment justement jouer sur cet aspect d'agritech finalement pour aider et pour faire émerger justement des startups africaines? Alors, l'agriculture africaine fait face à 3 challenges. Le premier, c'est l'utilisation de l'eau. Le deuxième, c'est la protection des terres arables. Absolument. Et finalement, le dernier, c'est la sécurité alimentaire. On considère qu'avec de l'IoT, c'est-à-dire des objets connectés, des drones, la traçabilité animale, peuvent être, je dirais, quelques technologies qui peuvent aider nos agriculteurs à améliorer leur productivité et surtout, je dirais, ne pas dégrader cet actif qui est vital, qui est la terre. Alors, je pense qu'on a au Kenya vu des startups exceptionnelles en agritech. On a vu la même chose aussi en Égypte. Maintenant, c'est à nous, parce que nous, on a cette capacité de développer ces technologies. Mais on n'a pas encore pris la décision en tant que nation de mettre l'innovation, l'entrepreneuriat et les technologies au cœur de notre modèle, de notre système. Ce qui fait que des fois, dans des discussions, on est surpris par des experts internationaux qui nous interpellent, qui nous disent comment se fait-il que le Maroc n'est pas dans le top 3 africain au niveau des technologies. Merci beaucoup en tout cas Amin Hazzaz d'avoir été avec nous ce soir. Merci.